marché hindou jusqu'à la Liberté, plus de 5 kilomètres de marches effectuées par l'équipe de l'hôtel de ville de Kinshasa afin de procéder à l'évacuation des déchets d'épaves des véhicules. Ces débris métalliques ont été acheminés à la fourrière de la commune de Massina. Les services commis à cette opération ont évacué également les vendeurs qui occupent les emprises publiques. Nous les avons évacués et nous avons utilisé aussi les services de Kinshasa Bofeto qui ont fait un travail de qualité en nettoyant les abords des avenues. Alors c'est un travail que nous, au niveau de la ville, en tant que gouverneur de la ville, nous ne devrions pas le faire. Mais j'avoue ici, nous avons des bourgmestres qui ne respectent pas les consignes, qui ne comprennent pas ce que nous leur demandons. Alors pour cela, nous sommes obligés cette fois-ci, nous-mêmes, de descendre sur le terrain et faire le travail à leur place. Une équipe a été mise en place pour assurer de temps à autre le nettoyage adéquat sur ces espaces désormais vides. L'autorité urbaine a promis de revenir d'ici 3 jours pour inspecter les lieux et s'assurer que toutes les recommandations données aux bourgmestres, notamment à ceux de Massina et de Kimbanseke, ont été suivies à la lettre. Le peuple doit être discipliné parce qu'ils sont les premiers à déverser la saleté, les immondices sur les abords des avenues, sur les lits des routes. Et ensuite, ils sont également les premiers à dire que non, voilà, la ville est sale. Nous avons mis en place une unité spéciale de la protection de l'environnement qui est chargée également de faire ce travail. J'ai à mes côtés Madame la ministre de l'Environnement qui fait un travail de qualité, qui est apprécié de tout le monde. Mais les suivis, il doit être au rendez-vous et les équipes qui descendent sur le terrain doivent travailler avec beaucoup de rigueur. Les gouverneurs appellent par ailleurs la population au respect de ces instructions afin de voir cette commune phare de la capitale rayonner de nouveau. Dans cette opération, les patrons de la ville de Kinshasa étaient accompagnés du commissaire général en charge de l'environnement et de quelques membres de son cabinet. Au cours de la 51e réunion du Conseil des ministres du gouvernement, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé aux membres du gouvernement que la Constitution de la République consacre les droits d'accès à l'eau potable et à l'électricité pour quiconque se trouvant sur le sol congolais. Pour les présidents, cette situation pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également le développement industriel du pays, cela plus particulièrement dans les provinces nouvellement créées. Il en est de même pour les projets d'implantation des petites et moyennes centrales solaires et éoliennes présentés par différents investisseurs aux autorités compétentes pour analyse et décision, a interpellé Félix Tshisekedi au cours de cette réunion. Faisant suite à cette déclaration, Idriss Moufouka, expert en énergie renouvelable, indique que les projets d'électrification doivent figurer parmi les urgences. La question sur l'accès à l'électricité doit faire l'objet d'une urgence, je dirais même l'urgence des urgences. Je pense que c'est une honte et ce n'est pas du tout responsable pour un État comme le nôtre, un scandale énergétique. Et donc, il faut un mécanisme d'urgence pour pouvoir remonter ces secteurs, mais également la mise en place du fonds national pour l'entretien et la maintenance de tous les ouvrages énergétiques existants. S'agissant de l'état des lieux actuel du programme des 145 territoires, cet expert propose qu'il y ait une commission qui permettra d'intervenir par rapport aux différentes limites. L'état des lieux du programme des 145 territoires, c'est vrai que la clé de répartition des territoires a été déjà faite. Et il y a 3 structures qui sont impliquées dans ça. Et actuellement, il y a également l'ANSER qui venait d'être ajouté. Et que tous ces acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces projets puissent mettre en place une commission qui va le permettre d'intervenir par rapport à ses responsabilités ou par rapport à ses limites. Cela doit se faire avec une très bonne planification parce qu'il ne faudrait pas seulement déterminer les types d'énergie qui sera utilisé pour électrifier tous ces territoires sans pour autant partir du besoin local. Tous les territoires n'ont pas le même besoin de consommation énergétique, tous les territoires n'ont pas la même réalité
et tous les territoires n'ont pas également les mêmes opportunités en termes d'accès sur la production de l'électricité. Signalons par ailleurs que l'RDC figure parmi les pays ayant les plus faibles taux d'électrification en Afrique. Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité. Pourtant, les pays disposent de grandes capacités des sources d'énergie. La suspension par la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, d'une douzaine de concessions forestières attribuées illégalement, telles que repris dans les rapports d'audit de l'Inspection générale des finances (IGF), et encadre l'administration forestière et les ministres ayant géré le secteur de l'environnement pendant près de 20 ans, a fait l'objet d'un communiqué publié par l'organisation non gouvernementale internationale Greenpeace Afrique. Dans cette communication du 28 avril 2022, Greenpeace a fait savoir que cette suspension est partielle. À l'en croire, il existe de nombreux autres titres qui méritent et aussi une annulation définitive. Greenpeace Afrique constate malheureusement de contre-vérités. En réalité, Mme Ebe Bazaiba n'a supprimé qu'un tiers de contrats identifiés par l'IGF et pire, elle évoque dans son arrêté du 5 avril la suspension des concessions forestières de conservation qui malheureusement aussi ne se retrouve nulle part sur la liste présentée. Selon Greenpeace, les actions de Eve Bazaiba doivent être totalement transparentes et complètes afin de protéger la forêt tropicale des criminels environnementaux et de mettre fin à leur impunité. Nous sommes très préoccupés par l'agenda au contour un peu flou qu'elle ainsi que le ministère tentent d'imposer à l'opinion congolaise et aux acteurs du secteur, parce qu'en même temps, elle met en place, selon un autre arrêté qu'elle a signé le 20 avril dernier, une commission ad hoc qui sera chargée d'examiner toutes les concessions d'exploitation industrielle et de conservation. Donc pour nous, Greenpeace Afrique, la mise sur pied de cette commission est un virage dangereux que prend le ministère et qui ne vise tout simplement qu'à reprendre entièrement le contrôle, en particulier du processus de la revue légale de toutes les concessions forestières industrielles qui ont été attribuées jusque-là au pays. De son côté, Félix Tshisekedi avait ordonné en octobre 2021 la suspension de tout contrat douteux et suit après la signature des renouvellements de l'accord avec l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI, mais très peu d'entreprises ont été sanctionnées, déplore cette organisation. Nous avons toutes les raisons de penser que Mme Bazaiba ignore tout simplement l'ordre du président de la République. Elle l'a fait en octobre de l'année dernière en ne suspendant que les 6 concessions de conservation appartenant à l'entreprise TradeLink que j'ai évoquée précédemment, et c'est avec 2 mois de retard. Mais que bien avant cette suspension, elle avait signé un ordre de mission pour le déploiement des activités de cette entreprise en province. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a de nombreuses autres concessions qui traînent encore et nous ne comprenons toujours pas les raisons de son inaction. Rappelons que cette organisation non gouvernementale internationale réitère sa demande au président Félix Tshisekedi d'ordonner une enquête judiciaire sur les responsables du pillage de la forêt congolaise et, les cas échéants, la levée de leur immunité parlementaire. La gestion du parc national de Kahuzi-Biega a été confiée à l'organisation américaine Wildlife Conservation Society, WCS, depuis 2 semaines. À en croire le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Olivier Mouchete, cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé avec cette organisation. Si on signe un contrat de cogestion avec un partenaire international, c'est quand même avec l'objectif principal d'augmenter nos performances, quoi. Sinon on continue tout seul. Donc ici maintenant, le fait d'avoir un partenaire international tel que Wildlife Conservation Society, ça nous apporte d'abord du savoir-faire, ça nous ouvre la porte vers des nouveaux financements, ça contribue justement encore une fois à renforcer nos propres capacités en interne à l'ICCN. Et de toute façon, par rapport au parc national de Kahuzi-Biega lui-même, ça fait partie de notre contrat avec le WCS qu'ils engagent leurs ressources et leurs moyens pour améliorer les relations avec les communautés locales. Réagissant au rapport de Minority Rights, le DG de l'ICCN a tenu à préciser que les allégations évoquées par cette organisation ne sont pas vérifiables sur le terrain.
Il y a un rapport d'enquête conjointe qui va sortir d'un jour à l'autre. Donc, nous attendons évidemment d'avoir les rapports de cette commission pour prendre des positions définitives. Mais ici, maintenant, suite justement à avoir été sur place, d'avoir rencontré une partie des protagonistes de cette situation, je peux vous assurer qu'un bon nombre des affirmations du rapport ne repose sur aucun fait. On n'a pas retrouvé sur le terrain ce qui a été déclaré dans le rapport. Donc bon, c'est très dommage. Notons que ce rapport avait fait mention de violations des droits perpétrés à la fois par le personnel du Parc national de Kahuzi-Biega et les membres de l'armée congolaise. Dans la mission de l'ICCN de faire respecter la nature, cette institution s'est confiée à la justice afin qu'elle continue à faire son travail pour mettre fin à ces faits, à en croire Olivier Mouchete après sa visite dans le parc national de Kahuzi-Biega. La rareté de l'eau est l'un des problèmes majeurs du monde en général et c'est de la République démocratique du Congo en particulier. Ceci, notamment à cause de la pollution, des changements climatiques, de la surpopulation et de la mauvaise utilisation des ressources en eau. La majeure partie de la planète manque l'eau, un bien pourtant indispensable à la vie. Nous avons le problème pour avoir une bonne eau, il y a les infrastructures pour permettre de captage, de transport de cette eau-là jusqu'au lieu approprié pour que les gens la servent. Et il y a aussi les eaux du domaine spatial qui est lié à l'écosystème du milieu. Là, en RDC, il n'y a pas tellement de choses parce que nous avons des écosystèmes qui gardent quand même avec l'équateur. Il y a une grande zone humide que nous appelons la cuvette centrale. Pourtant, chaque année, des forums se tiennent en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Cette année, c'est sous le thème « Les eaux souterraines rendre visible l'invisible ». L'eau souterraine, tout ce qui se passe en dessous, dans les aquifères, parce qu'il y a souterrainement, il y a plus ou moins 4 couches. La nappe phréatique, nappe aquifère captif, ce que nous prenons ici avec des forages. Semi-captif aussi, on peut capter. Il y a non captif qui est souvent dans les rocs tartifs. Et tout ce qui se passe là-bas, ça fait l'évolution comme l'eau de surface. Les personnes soucieuses de l'environnement et les organisations internationales se sont saisies de la question. Comment résoudre la problématique de l'eau en RDC? L'eau potable est une ressource vitale, d'où l'importance d'un approvisionnement continu en eau potable. Sans quoi, la population se trouve confrontée aux maladies hydriques. Nos populations n'ont pas accès favorablement à l'eau potable. Il y en a certaines populations qui utilisent l'eau du fleuve. Les mêmes fleuves aident pour le lavage de leurs vêtements, les assiettes, les mêmes fleuves, la toilette. Donc vous voyez tout ça, ce qui fait qu'il y a des recrudescences des cas de choléra. Bientôt là, nous venons d'élaborer nos plans d'action opérationnels. Et si vous prenez les plans d'action opérationnels de ma zone de santé, vous allez voir que parmi les besoins, il y a un besoin énorme en eau. Donc, il y a seulement 35% de la population qui a accès à l'eau potable et 65% n'ont pas accès à l'eau potable. Même situation dans les territoires d'Ngandajika, province de Lomami. L'eau de puits est à la base de plusieurs maladies. Conséquence, cette province a fait face à une épidémie de choléra qui a causé une centaine de morts en 2017. L'UNICEF estime que d'ici 2040, près de 600 millions d'enfants pourraient être touchés par des pénuries d'eau. Si Kinshasa éprouve des difficultés d'accès à l'eau potable, la situation est catastrophique dans les périphéries et les provinces. Le 18 décembre 2016, c'est depuis 2016 qu'une érosion de 7 km s'est produite, emportant tous les canaux d'eau. Nous étions dans l'incapacité d'avoir de l'eau ici. Pour avoir de l'eau, vous devez vous réveiller à 3h, 4h du matin. Question d'arriver à temps au forage. Kindele et Kogelos, l'eau est difficile. Il n'existe qu'un seul forage
que tous les deux côtés utilisent. Si c'est fermé, les gens sont obligés de prendre les transports pour aller chercher de l'eau. Pour pallier à cette pénurie, plusieurs ouvrages sont mis en œuvre dont les fourrages et les bonnes fontaines initiés par la population. L'RDC reste un pays des paradoxes. Avec plus de 50% d'eau douce d'Afrique, les pays peinent à relever un défi majeur dans les secteurs de l'eau. Peut-on affirmer que la Régie des distributions de l'eau, Régie des eaux, est une société étatique aux responsabilités limitées? Le futur nous le dira.